Alors, on va commencer le 18e Meetup à Paris. Aujourd'hui, c'est un Meetup en collaboration avec Celestia, dont on a Nicolas qui est comme représentant. On a aussi comme invité Diego qui est Solution Engineer et qui va parler un peu plus tard, mais en visio. Donc voilà, donc très simplement, donc ce meetup, c'est Starknet Celestia, c'est un meetup qui va être un peu plus tech que d'habitude. L'agenda du jour, il est assez simple, ça va être une presse un peu différente de ce qu'on a d'habitude sur Starknet, qui va être faite par Charles. Ensuite, on va avoir un talk de Diego qui va nous parler du DA problème, du Data Availability Problem. Ensuite, on va avoir une petite intervention de Nico sur. Alors, pardon, ça va être Diego qui parlera il parlera de l'upstream. Et ensuite, on aura donc c'est un talk plus largement, un Q&A aussi sur Celestia. Et on va aussi faire runner un node Celestia et en direct. Mais sur le principe, on fera ça. Et tout ça chapeauté par Nicolas. Ok, donc sans plus tarder, on va commencer avec Charles. Je t'en prie. Ok. Du coup, ça va être un talk, histoire de vous introduire à Starknet, à la blockchain même en général, mais voilà, dans les grandes lignes, au fonctionnement de Starknet. C'est un talk qui s'adresse à n'importe qui, pas besoin d'être tech, de connaître forcément la blockchain. D'ailleurs, qui ici connaît pas bien la blockchain? Ok, cool. Ok, du coup, pour commencer, je vais vous demander de faire une petite expérience de pensée, d'essayer d'imaginer, de vous mettre dans la peau d'une dinde. Voilà, pour vous aider à vous représenter. Donc, quelques infos sur la vie d'une dinde. Globalement, elle a une vie qui est assez cool. On voit qu'à sa naissance, elle a un niveau de bonheur qui est à 100, puis ça fait qu'augmenter petit à petit. Donc, a priori, c'est cool d'être une dinde, bonne nouvelle. Jusqu'au jour 1001, où en fait, surprise, voilà, c'était pas n'importe quelle dinde, c'était une dinde de Thanksgiving. Donc le niveau de bonheur il chute à 0 parce qu'en fait la dinde est morte. Et la dinde a fait en fait une erreur qu'on fait tous, c'est-à-dire que la dinde a fait confiance aux Américains, mais aux gens en général même. Voilà, c'est une dinde qui a fait confiance comme un qu'elle finit. Et on fait un peu la même erreur tous les jours en utilisant par exemple le système monétaire. Et pour se représenter ça, on va par exemple avoir Alice et Bob, Bob qui est un peu petit. Voilà. Et Alice qui va du coup acheter une dinde à Bob, parce que la dinde s'est fait dindifier. Du coup, elle dit à la banque, donne 100 € à Bob, le vendeur de dinde. Et la banque s'occupe de faire la transaction. Donc la banque, dans ses fichiers Excel ou sa base de données, je ne sais pas, elle va juste changer Alice à 100 € de moins et Bob à 100 € de plus. Tac, et Bob, du coup, voilà, voit sur le TPE, ça a marché, donc il donne la dinde et tout le monde est content. Sauf qu'en fait, il aurait pu se passer plein d'autres trucs. Par exemple, Alice aurait pu dire donne 100 € à Bob, le vendeur de dinde. Et la banque, en fait, trahit Alice et elle lui dit non, en fait, parce que Bob, il est russe, donc je ne veux pas lui donner 100 balles. Ou encore, je suis contre l'achat de dinde. Par exemple, quand vous voulez acheter des cryptos, votre banque peut vous dire non, t'achètes pas des cryptos parce que j'ai pas envie que t'achètes des cryptos. Ou encore, voilà, non, j'ai plus ton argent, en fait, comme ce qui s'est passé, par exemple, avec des banques comme en 2008. Et là, en gros, on a fait confiance à une banque et on se retrouve comme la dinde précédemment. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'argent et qu'on ne peut plus le dépenser. Du coup, il faudrait un système qui soit un peu plus robuste à ça et qui permette de pouvoir continuer à s'échanger de l'argent sans avoir à faire confiance à une banque, un tiers de confiance en fait. Donc voilà à quoi ça ressemblerait par exemple avec une blockchain. En gros, on aurait un système de vote où quand Alice demande à dépenser 100 €, demande d'envoyer 100 € à Bob, il y a plein d'ordinateurs qui vont recevoir l'information, qui vont se la passer et qui vont se mettre d'accord pour savoir si effectivement Alice a le droit d'envoyer de l'argent à Bob et qui vont organiser comme ça un vote. Et il se trouve que de voter, ça coûte de l'argent. Par exemple, pour le Bitcoin, ça coûte de la puissance de calcul, ça coûte de l'énergie. Donc si on décide de voter contre la majorité, on va juste dépenser de la puissance de calcul dans le vide. Donc dépenser de l'électricité pour rien. Donc on a tout intérêt à voter en suivant les règles du protocole qui sont si Alice a l'argent, elle peut le donner à Bob, il n'y a pas de souci. Et si c'est effectivement elle qui signe la transaction, elle peut envoyer l'argent à Bob. Et du coup, là, Alice détient vraiment son argent, elle peut le dépenser comme elle veut et jamais le réseau va lui dire non, Bob est russe ou j'ai plus ton argent ou je sais pas. Le problème, c'est que là, on a juste 6 ordis et c'était déjà extrêmement chiant de dessiner les flèches avec tous les ordis qui communiquent entre eux. Du coup, dans la réalité, c'est un truc qui est vraiment pas scalable.
Jamais de la vie, on peut avoir 1 milliard de transactions qui passent tous les jours dans un système comme ça. On peut en avoir quelques-unes par seconde, et c'est ce qui est actuellement le cas, par exemple, avec Bitcoin, avec Ethereum et d'autres blockchains. Mais c'est inutilisable à une plus grande échelle, à l'échelle de la Terre entière, avec des gens qui s'achètent des trucs et qui s'envoient de l'argent toute la journée, quoi. Du coup, une solution, ça peut être par exemple celle que Solana envisage. Solana, c'est pareil, une très grosse blockchain qui a décidé d'avoir des prérequis très importants pour faire partie des ordinateurs qui votent. Il faut être en gros pas un ordinateur classique, mais vraiment une machine de guerre. Donc ça fait que les transactions vont très vite, le système de vote va extrêmement vite, mais en contrepartie, il n'y a pas tout le monde qui peut participer, donc le truc il est plus si décentralisé que ça. Et on se retrouve avec pas tant que ça d'ordinateurs qui votent sur le réseau, et donc un truc qui peut être plus facilement corrompu, et donc plus facilement te dire que non, tu dépenses pas ton argent, qui peut plus facilement censurer tes transactions en fait. Donc ça fonctionne dans les faits, mais c'est pas une solution qui est optimale, en tout cas selon moi, sinon je bosserais pour Solana et pas pour Starkware. Et du coup, je vais rester sur cette slide pour l'instant. Du coup, la solution que Starkware apporte avec Starknet, c'est d'abord, en fait, Starkware a développé une technologie qui s'appelle le Cairo, qui est du coup un langage, qui permet de créer des programmes informatiques, comme par exemple un programme en Python ou en C, mais qui a la particularité de générer une preuve de son exécution. C'est-à-dire que quand je fais mon calcul, par exemple, j'ai écrit un programme qui va résoudre, je sais pas, une équation, il va générer le résultat de l'équation et une preuve que ce résultat est bon. Et c'est intéressant parce qu'en fait, la vérification de cette preuve, elle est beaucoup plus rapide à faire, de vérifier la preuve. C'est beaucoup plus rapide que exécuter le calcul réellement. Donc ça permet, par exemple, je sais pas, je suis chercheur et je bosse sur de la génétique et j'ai besoin d'analyser une grosse quantité d'informations et j'écris un programme, par exemple en Python, qui va me le faire en une semaine. C'est très chiant sur ma machine, ça va me prendre une semaine, mais je peux l'envoyer par exemple à Google qui va m'exécuter le truc et me renvoyer mon résultat en 10 secondes parce qu'ils ont des ordinateurs de fou et ils n'ont pas juste un Mac. Mais je ne suis pas sûr que Google ait effectivement exécuté le truc, donc j'aimerais bien qu'ils aient avoir une preuve de ça. Donc plutôt que d'écrire mon programme en Python, je vais écrire en Cairo et je l'envoie et du coup Google peut me redonner un résultat et peut me donner la preuve de cette exécution que moi je peux vérifier instantanément sur ma machine, même si j'ai juste un Mac. Ça va me prendre une semaine. Donc ok, c'est un use case qui n'est pas incroyable de faire ça avec Google, mais on peut voir quelque chose d'intéressant avec cette idée, avec ce truc-là. Par exemple, on pourrait avoir Alice qui ne demande pas directement à la blockchain « donne 100 € à Bob », mais qui pourrait dire à un ordinateur, comme le truc de Google par exemple, « donne 100 € à Bob ». L'ordinateur va s'occuper de vérifier qu'Alice effectivement peut donner 100 €, etc. va faire le travail de la blockchain en gros, et va générer une preuve que la transaction est bien valide, et va envoyer cette preuve sur la blockchain. Et comme on l'a dit avant, du coup la preuve est plus rapide à vérifier que la transaction elle-même. Donc ça va accélérer un peu le truc. Mais ce n'est pas encore optimal, ce n'est pas avec ça qu'on va passer à des milliards de transactions par jour. Voilà, ça devient un peu horrible. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est si on arrive à agréger toutes ces transactions et générer une grosse preuve pour plein de transactions. Par exemple, on a du coup la 1000 Alice qui demandent tous donne 100 € elles veulent tous acheter des dindes en même temps. Et elles vont toutes dire du coup à cette grosse machine donne 100 € à des bobs différents, à plein de vendeurs de dindes. Et cette grosse machine va générer une seule grosse preuve qu'elle va envoyer du coup sur la blockchain. Et en fait, cette preuve du coup va être, ça sera l'équivalent des 1000 transactions qui viennent être envoyées. Et c'est intéressant parce que plus il y a de transactions en même temps dans une seule preuve, plus la vérification est efficace par preuve. En gros, on n'a pas 1000 transactions dans une grosse preuve, c'est pas 1000 fois plus lent que 1000 preuves indépendamment. On a un truc qui est logarithmique comme ça, et en gros, de prouver 900 transactions ou 1000 transactions, ça revient quasiment au même, parce qu'au bout d'un moment, la courbe elle est quasiment plate, quoi. Donc on peut ajouter des transactions encore plus, et on n'a pas de temps de calcul supplémentaire dans ce réseau très compliqué avec tout le système de vote de la blockchain. Donc en gros, voilà, c'est comme ça que Starknet vise à résoudre ce problème. Du coup, Starknet, ce n'est pas les seuls en vrai à faire ça. Il y a d'autres technos qui proposent cette solution. Mais Starknet a quelques avantages selon moi, mais quelques particularités qui le rendent unique, qui rendent ce réseau unique et qui fait que selon moi, c'est un pari qui est intéressant. Je vais en évoquer que deux, qui sont les deux principaux selon moi. Déjà, Starknet utilise des Stark et pas des Snark. En gros, il y a différentes façons de générer des preuves. Et par exemple, il y a les Snark qui génèrent des toutes petites preuves. Par exemple, la preuve d'une transaction en moyenne, ça va être 200 octets. Alors que sur un Stark, ça va être plutôt 45 000 octets, donc 45 kilooctets.
Donc c'est beaucoup plus gros un Stark, donc a priori les Starks sont moins bien. Sauf qu'en contrepartie, on a notre state setup, ça c'est pas grave. On a surtout la logarithmic verification, ce truc-là. Ouais, si c'est important aussi, mais on a ce truc-là qui n'existe pas en fait pour les snarks. Et le trusted setup, c'est que pour créer un snark, on est obligé de se reposer sur des clés privées qui sont générées par des gens. Et potentiellement, ces gens-là, du coup, quand ils ont généré ces clés privées, s'ils les détiennent encore, ils peuvent générer des fausses preuves, en gros. Et post-quantum secure, ça fait que le jour où on a des ordinateurs quantiques, si ça arrive, les snarks sont foutus, alors que les starks, ils sont pas foutus. Donc c'est cool. Un autre truc aussi que Starknet a, et qui là par contre le rend vraiment unique, c'est vraiment le truc le plus important chez Starknet, c'est que Starknet n'est pas EVM compatible. En gros, EVM c'est pour Ethereum Virtual Machine, et c'est un peu le langage d'Ethereum. C'est comment est-ce que Ethereum fonctionne. Et a priori, ce serait bien du coup d'avoir Starknet qui serait EVM compatible. Ça fait que tous les développeurs qui ont déjà créé des trucs sur Ethereum, ils peuvent juste copier-coller ce qu'ils ont fait et bam, le déployer sur Starknet et ça fonctionne et c'est génial. C'est le cas de la plupart des concurrents de Starknet comme zkSync, Polygon, Scroll. Il me semble que Scroll c'est une zkEVM. Ouais, bon, bref. Donc a priori, c'est quand même un désavantage, encore une fois, de la part de Starknet de ne pas être EVM compatible, mais d'avoir la Cairo VM, qui est encore un truc différent. Ça demande du coup à tous les développeurs de devoir apprendre un nouveau langage de programmation pour bosser sur Starknet. Du coup, on se dirait, pourquoi réinventer la roue? En fait, parce que la roue, elle ressemble à ça. On ne voit pas très bien. Bon, c'est une roue horrible. Voilà. Donc ça peut être intéressant de réinventer la roue et d'avoir une roue plutôt comme ça. On voit bien cette roue. Mais voilà, ça demande plus d'efforts. C'est un pari sur le long terme parce que ça demande de faire apprendre un nouveau langage à plein de gens. Ça demande de recréer un truc de zéro. Mais ça permet de se libérer des contraintes techniques de l'EVM, qui est un truc qui existe depuis très longtemps et qui en fait n'est pas forcément optimal parce qu'avec l'usage de la blockchain, on s'est rendu compte qu'il y a des trucs qu'on pourrait faire qui sont sympas et que ce serait cool si on les avait au niveau du protocole directement. Par exemple, on a le account abstraction. Je ne vais pas rentrer en détail de ce que c'est, mais pour ceux qui ça parle, c'est plus simple de faire ça avec la Cairo VM qu'avec le VM. Et voilà, donc en gros, c'est un pari que Starknet fait sur le long terme avec à la fois les Stark et les Snark. Ah oui, un dernier truc aussi en revenant sur ça. Les preuves sont beaucoup plus grosses sur les Stark, sauf que dans la roadmap Ethereum, je finis juste et après je réponds à ta question. Donc les preuves sont beaucoup plus grosses, mais dans la roadmap Ethereum, globalement, le stockage coûte de moins en moins cher. Donc au fur et à mesure qu'Ethereum évolue, le fait d'avoir des preuves plus grosses, c'est de moins en moins embêtant. Par exemple, on l'a vu avec récemment une mise à jour d'Ethereum qui a eu lieu le 13 mars, qui s'appelait l'EIP 4844. Starknet est passé d'une des pires technos en termes de coût de transaction à la plus efficace, grâce à justement cette mise à jour qui a réduit les frais de transaction. Bonjour à tous, donc moi aujourd'hui je vais vous parler donc, de Celestia, qui est la première blockchain modulaire. Et donc, on va voir comment fonctionne Celestia, quelles sont finalement les deux grandes futures qui permettent d'avoir quelque chose d'assez singulier. Et pour commencer, tout d'abord, je vais présenter les deux intervenants. Donc, on va avoir Diego qui va arriver vers 19h30 pour pouvoir nous parler de Blobstream. Blobstream qui est la solution en fait, qui permet d'utiliser Starknet avec Celestia pour la DA de façon en fait, safe, et il vous expliquera pourquoi. Et donc moi je suis Nicolas, aka Gunter sur Internet, j'anime la communauté francophone de Celestia. Donc au programme, comme je vous disais, on va avoir plusieurs parties. On va voir en fonction du timing, on peut essayer je vais aussi essayer de prendre des questions-réponses au fur et à mesure. On va avoir donc la première partie, qu'est-ce que le Data Availability Problem? Ensuite, qu'est-ce que la Data Availability Sampling? Ensuite un workshop et ensuite un focus sur Blobstream. Donc Blobstream qui est en fait, on va dire, une sous-typologie de Lightnode pour faire très simple. Et donc, comme on est en crypto, on va commencer par un drama qui est en fait la Bitcoin Block Size War. Alors, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû en entendre parler. Est-ce que ceux qui en ont entendu parler, levez la main? Ouais, il y a quand même quelques personnes qui en ont entendu parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Block Size War? Il y a deux familles idéologiques en fait, qui se sont affrontées
sur Bitcoin. On avait les gens qui voulaient des gros blocs et des gens qui voulaient rester sur des petits blocs. Quelles sont les répercussions en fait d'avoir des gros ou des petits blocs? Si vous avez des gros blocs, vous allez avoir une chaîne comme Solana, donc qui va demander en fait énormément de ressources en termes de gestion donc des nœuds du réseau. Donc le meilleur exemple, je pense que c'est Solana parce que c'est celui où vraiment on a quand même des serveurs qui sont assez conséquents pour faire tourner la chaîne. Et de l'autre côté, les partisans des small blockers disaient non, 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 nous on veut quelque chose de décentralisé, que tout le monde peut faire tourner, et donc on n'est pas d'accord avec vous. Donc il y avait eu un hard fork, Bitcoin Cash, mais finalement, il n'y a pas forcément eu de terrain d'entente. À savoir qu'il y a deux types de nodes pour interagir avec une blockchain. On va avoir un full node et on va avoir un light node. Donc le full node, c'est le nœud classique dans lequel vous allez avoir tout l'historique des transactions, bien qu'ensuite on peut un peu le modifier, on peut mettre du pruning pour finalement pas avoir toutes les données du nœud. Et donc c'est vraiment lorsque vous regardez un explorer, derrière il y a un full node, vous avez l'historique de toutes les transactions depuis le Genesis. Le problème, c'est qu'il y a une barrière qui est quand même assez élevée à l'entrée. Pourquoi? Parce que c'est des nœuds qui sont assez costauds en termes de ressources. Ça vraiment demande beaucoup de ressources sur certaines chaînes. Prenons Solana par exemple. Et donc, c'est une minorité en fait, d'utilisateurs qui va pouvoir utiliser un full node à son plein potentiel. Parce que même au niveau des gens qui font tourner un full node, vous allez avoir quand même plusieurs familles qui vont ensuite changer les paramètres du nœud. Ensuite, vous avez le light node. Le light node, lui, c'est un nœud qui va donc, télécharger seulement les entêtes d'une blockchain. Donc, une blockchain, vous avez le hash en tête du bloc et ensuite vous avez les transactions. Le light node ne va juste télécharger l'entête du bloc. Il ne va pas vérifier les données. On lui sert des données et il dit « Ok, c'est vrai, moi je crois ». Et en fait, pourquoi est-ce que ce nœud qui semble a priori pas forcément sécure par rapport à un autre nœud est utilisé? C'est tout simplement parce qu'il y a une faible barrière à l'entrée. C'est des nœuds, grosso modo, que vous pouvez faire tourner sur un téléphone, par exemple. Là où un nœud Solana, ça commence à être... il va falloir aller dans un data center, taper à la porte et dire « Bonjour, j'aimerais faire tourner un nœud Solana ». C'est un peu plus complexe. Et donc, c'est un nœud, par contre, qui peut être utilisé par la majorité des utilisateurs. Le problème, pour en revenir sur Bitcoin, c'est que Satoshi Nakamoto disait déjà que les light nodes étaient une solution intéressante, mais encore très perfectible. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir donc un problème qui est que si malversation sur le réseau il y a, vous avez accès à l'entête de votre bloc, mais pas forcément à toutes les informations de ce bloc. Donc, Satoshi il dit « Ok, ce serait sympa, mais pour l'instant, on a encore quand même pas mal de problèmes à régler sur ces points-là. » Et donc, les light nodes quand même commencent à se développer et il y a un light node qui est quand même assez connu. Je ne sais pas, alors je vais faire un quiz. Quel est, je pense que c'est peut-être le plus connu, quel est le light client, donc le light node, hein, c'est la même chose, qui est le plus connu de la crypto, selon vous? Une Fura, c'est des RPC si tu vas te connecter, donc tu vas avoir des full nodes. Et en fait, justement, beaucoup de gens ne savent pas que c'est forcément un light node, c'est l'IBC. Voilà, et en fait, l'IBC, c'est juste un light node. En fait, vous allez avoir donc un light node et en fait, vous allez avoir les entêtes de deux chaînes différentes et c'est comme ça en fait que fonctionne l'IBC. Donc, les light nodes sont aussi liés au bridge. Et donc, on est confronté, pour revenir sur Bitcoin, à un problème qui est le data availability problem. Comment les light clients peuvent-ils être sûrs que lorsqu'un nouveau bloc est produit, toutes les données de son bloc ont bien été publiées sur ce réseau? Ou alors, est-ce qu'elles sont même accessibles? Et c'est ça le grand problème des light nodes. C'est-à-dire que j'aimerais bien avoir accès à ma donnée
Et s'il y a une malversation au niveau des validateurs, bah, je n'ai pas accès à cette donnée-là. Et donc, il va falloir résoudre ce problème, et en particulier, pour les roll-up, c'est un très gros problème si vous devez publier votre état sur une autre chaîne. Parce que le roll-up, son rôle, c'est de publier son état sur une autre chaîne, et ensuite, si on a un layer de settlement, il y a un challenge qui apparaît. Mais pour faire simple, le data availability problem, c'est j'ai mon en-tête, il y a des données en dessous, moi j'utilise un smartphone, je n'ai pas accès à ces données-là. Et donc, comment résoudre ce problème? Et donc, Celestia résout ce problème grâce à la Data Availability Sampling. Donc, c'est une technologie en fait, qui va vous permettre de vérifier que toutes les données en fait, ont bien été publiées sur un réseau. Comment ça fonctionne? En fait, on va avoir les nœuds des validateurs qui vont envoyer une fraud proof, et ensuite, les nœuds, en téléchargeant une portion infime de la chaîne, auront la capacité de vérifier que les données ont été publiées. Et là, vous allez me dire, mais comment ça fonctionne en termes de vérification et de télécharger une petite portion d'un bloc? Ben, vous pouvez utiliser ces deux QR codes et vous allez voir en fait, que vous allez arriver sur le même site. Pourquoi? Parce qu'en fait, les QR codes fonctionnent grâce à l'erasure coding. Donc, c'est-à-dire que s'il vous manque une partie d'une donnée, eh ben, en fait, vous êtes en capacité de la reconstruire. Et c'est comme ça en fait, que fonctionne Celestia. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un bloc, donc vous allez avoir votre header, votre corps de votre bloc, et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir le réseau qui va créer un extended block, donc c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un shadow block. Donc j'ai une main, je mets une deuxième main, elle va être finalement cryptée. Et ensuite, à partir de ça, j'ai un bloc un peu plus gros. Et grâce à l'erasure coding, je suis en capacité de dire s'il y a une donnée qui est manquante, que bah ouais, il manque de la donnée. Et c'est en fait exactement comme ça qu'un CD fonctionne aussi, grâce à l'erasure coding. Si votre CD il est rayé, il marche toujours. Et c'est ça la beauté de l'erasure coding et finalement la technologie qui va être utilisée par Celestia. Donc, pour vous faire ensuite un rapide schéma, là on va rentrer dans la fin du technique là. Mais donc ça, c'est comme je vous disais, vous avez votre bloc et ensuite vous allez avoir ce qui va s'appeler le Reed-Solomon encoding qui va en fait effectuer le travail de Data Availability Sampling en créant finalement des autres blocs sur ce bloc. On le découpe en morceaux et ensuite donc, vous allez avoir les light nodes qui vont vérifier une fraud proof et ensuite si la donnée est manquante, ils diront attention, il y a un problème. Et donc c'est ça en fait la Data Availability Sampling, c'est finalement une typologie de nœuds qui est en capacité de reconstruire la donnée et de dire si elle est manquante, alors que normalement, en fait, un light client classique ne télécharge que les en-têtes d'un bloc. Tu parles de fraud proof, comment elles sont générées, ces fraud? Elles sont générées par les full nodes. En fait, tu vas avoir donc, tes full nodes qui vont générer une fraud proof et en fait, tu as un système de challenge qui va être effectué par les light nodes. Donc, ils vont recevoir la fraud proof et ensuite, grâce à l'erasure coding, ils vont pouvoir la vérifier. Ok. Et s'ils ne vérifient pas la preuve, ça fait quoi? Il la vérifie automatiquement. En fait, si ton nœud est allumé, il vérifie la fraud proof. Par contre, c'est une très bonne question. Il y a une deuxième question derrière, c'est que tu as besoin d'un nombre de light nodes minimum qui sont allumés pour justement être en capacité d'effectuer la Data Availability Sampling. Voilà. Et donc, en résumé, ça permet finalement au light node d'avoir une très haute probabilité de garantir que l'intégrité d'un bloc est visible en téléchargeant finalement moins de 1% du bloc. Ce qui vous permet en fait du coup d'avoir un nœud qui va être faible en ressources et qui va ensuite pouvoir offrir des garanties de sécurité qui sont quand même assez solides. On n'est quand même pas au niveau d'un full node, mais on s'en rapproche.
Donc ça va augmenter finalement du coup aussi l'évolutivité pour les utilisateurs. Ça va réduire en fait un coût pour interagir avec un réseau, ce qui peut être pas mal notamment pour des roll-ups parce que c'est des structures qui peuvent avoir notamment des consensus à gérer. Et puis ensuite, le problème c'est que avoir un seul nœud, si le nœud lâche, ça peut être problématique. Et là, quand tu dis valide, c'est valide au sens que. Ah non, il n'y a pas de validation, c'est la donnée est intègre. Il y a pas les light nodes ne sont pas impliqués dans le processus de validation. Si c'est ça la question. Non, attends. Tu dis le sampling, ça permet d'avoir au client léger d'avoir une très haute probabilité de garantir que l'intégralité du bloc est valide. Du coup, c'est quelle validité? C'est au sens de checker des. Ah bah en fait, tu cherches exactement. En fait, tu vas. Pour moi, c'était de la disponibilité, mais en fait, c'est pas ça. Bah si, parce qu'en fait, tu vas avoir. Alors, en fait, la fraud proof, déjà, ça sert à savoir si la donnée est disponible, parce que tu peux ne pas te la faire servir. Ouais, c'est ça. Mais tu peux aussi, est-ce que aussi elle est là? Il y a aussi cette notion-là. Donc, je crois que alors là, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que la fraud proof sert concrètement à 4 trucs. Il y a des trucs très précis si on veut vraiment aller dans le détail, mais ensuite là, ça va commencer à être un peu plus technique. Okay. Ouais, ça va commencer à être costaud. Et donc, on est en train de dire que le light node, ça permet, le DAS, ça permet de vérifier que, en gros, le bloc, il est dispo si tu le demandes en. Les données du bloc, ouais. Les données du bloc sont dispo si tu venais à les demander en intégralité. Exact. Ouais, ou juste les tiennes. C'est aussi, alors c'est un autre point, juste les tiennes aussi. C'est pour ça aussi qu'en plus, tu vas réduire l'usage computationnel. Parce qu'ensuite, du coup, tu vas juste demander tes données à toi. Il y a quelque chose. Qui t'intéresse pour faire ce que le light node, on demande à faire au light node. Exactement. Ouais, ou typiquement, ton roll-up, tu vas avoir accès à tes données. Tu vas avoir ton hash et hop là, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc voilà, plus il y a de nœuds sur le réseau, plus le réseau va avoir de capacité. Dans le sens où la data availability sampling, quand on va atteindre une taille critique de blocs, vu qu'il y a l'erasure coding, et qu'en fait tous les blocs vont travailler, tous les blocs vont échantillonner une portion d'un bloc, plus vous augmentez la taille de vos blocs, plus donc vous aurez de scalabilité, mais en échange, vous devez avoir plus de light nodes pour avoir le niveau de sécurité suffisant pour vous dire « Ok, c'est bon, les données sont disponibles ». Donc c'est finalement, les utilisateurs vont permettre à Celestia de scaler. Et donc il y a finalement un paradigme qui est là au niveau de Celestia, et c'est finalement on va avoir plus de scalabilité, une sécurité partagée. Pourquoi? Parce que finalement les données, elles seront publiées au même endroit sur la même chaîne, donc c'est un layer 1 finalement. Et ensuite de la souveraineté, parce que finalement la chaîne, elle est juste là pour rendre les données disponibles, accessibles, mais il n'y a absolument aucun smart contract dessus. Donc c'est une chaîne sur laquelle c'est les roll-ups qui vont publier en fait leurs données pour pouvoir ensuite avoir des frais de gaz assez compétitifs pour des raisons d'architecture et de taille de bloc. Et donc, pour rebondir sur ce que tu disais, sur un deuxième gros concept de Celestia pour avoir accès à ces données, les NMTs, Namespace Merkle Tree. Donc là, je vais faire assez simple. Donc deux méthodes pour expliquer, mais pour faire simple, donc une blockchain. Alors après, ça peut faire polémique vu que Solana est une blockchain, mais une blockchain, c'est un Merkle tree, ou un arbre de Merkle, ou un Merkle tree, ou que sais-je, mais en tout cas, il y a quelque chose de similaire dans toutes les chaînes, donc avec ce qu'on va appeler des branches et des feuilles. Mais ensuite, donc, ce qui est fait au niveau de Celestia, c'est qu'en fait, il y a des hashtags, ce qu'on pourrait appeler des hashtags, qui sont affectés. Et donc en fait, vous pouvez mettre en place un système de requêtes sur des bouts très spécifiques de la chaîne pour ensuite avoir accès à votre donnée quand vous le demandez. Le namespace, du coup, c'est quoi? C'est un wrapper au-dessus de bloc?
Non, en fait, c'est un idée. Enfin, c'est une idée, c'est un hashtag, c'est un idée, c'est un identifiant. C'est en fait, t'envoies ta donnée, tu mets un idée dessus, et ensuite ça te sort le truc. Et donc pour aller plus loin, au niveau des papiers, le premier papier, c'est le papier qui avait été fait par Mustapha Al-Bassam et Vitalik Buterin. Donc celui-là, c'est le papier qui est un peu phare, c'est le papier de l'Endgame. Et donc c'est le papier, je dirais, original de Celestia. C'est un peu là que tout a commencé. Et ensuite, il y a le white paper aussi qui est intéressant si vous voulez creuser un petit peu. Hello, everyone. My name is Diego, as you can see on the screen. And as mentioned before, I am a solutions engineer at Celestia Labs, working on all sorts of different roll-up integrations and whatnot. And today I'm going to talk to you about Blockstream, and more specifically, like how it relates to building Starknet chains or app chains with Celestia underneath, right? So I'm just gonna go briefly through like introductory slides. You've probably already seen something like this in the previous presentations. But anyways, modular blockchain, right? It decouples the core functions of a blockchain, those being execution, settlement, consensus, and data availability, right? Here you have a really nice little diagram that shows the difference between a monolithic chain and a modular chain. In this case specifically, right, Celestia specializes in consensus and data availability, right? And it leaves the job of execution and settlement to other blockchains, right? One advantage and differentiator of Celestia, other than being this like modular blockchain that specializes on consensus and data availability, is the fact that Celestia is the only network currently live with data availability sampling implemented, right? Now, what is data availability sampling and how does it relate to scalability? Well, data availability sampling, if it wasn't described in the previous presentations during today's meetup, is essentially this technique in which light nodes only need to download a small chunk of a block to verify that data was made available. That gets around the architectural bottleneck of like, if you want to check that some piece of data is available on the network, which is a prerequisite for building rollups, right? Especially things like Optimiums, and in this case with Starknet Validiums. You need to know that data is available, but without data availability sampling, the only way in which you can verify that some piece of data was made available or some block was made available is by downloading the entire block, right? That requires like a lot of bandwidth and resources. But with light nodes, well, you can with light nodes and data availability sampling, well, you can just download a chunk of this like massive block, right? And thus you can easily verify the chain. This also has the advantage that you can circumvent the usual like I don't want to say trilemma because I hate that connotation, but you can essentially circumvent the I guess like delicate balance between scaling a blockchain and maintaining decentralization and verifiability. I'm not going to touch too much on like the history of any of this, right? But you can look back since the beginnings of like blockchains, right? And people have always debated, well, the way you make a blockchain cheaper, given that it's a supply and demand issue, is you make blocks bigger, right? You can see that with things like Solana, but even before that, you can see it with like, for example, Bitcoin Cash, right? The problem there is that if you make blocks bigger, well, you increase the marginal cost that it's required of users to verify the chain, right? Like if you
want to run a node on Ethereum, right? You're running something probably on your laptop. If you want to run the lowest resource requirement node on Bitcoin, you run it on even less performant hardware. You can run an SPV client, right? But on Solana, right, because blocks are so big and so frequent, you need like essentially server racks to be able to like actually check that data was available and verify the rest of the chain. With data availability sampling, you actually have this like really nice relationship between the number of people that are sampling the chain and how much bigger you can make blocks without sacrificing the cost to verify like the chain. Meaning, the more people run light nodes, right? Celestia light nodes being extremely light. If you haven't seen it before, you can go on Twitter and look up Celestia light nodes, right? And there's a bunch of memes and even like real pictures of people running Celestia light nodes on their phones, on their Nintendo Switch, or even on something like an Amazon Kindle book, which is like a $60, $80 device, right? And with that in mind, right, like the more people that run light nodes, right, maybe these light nodes are like embedded in your wallet or something, the bigger Celestia, like the chain, can make blocks such that it scales with like the number of users that are like sampling the chain, right? What are some of the advantages, right, of sort of this like modular landscape or modular idea? Well, because Celestia, right, focuses on consensus and data availability, some other blockchain has to like perform the other functions, right? And the idea here is that, well, now you have the freedom to like easily plug into Celestia for data availability and or consensus and build your own chain, right? Today specifically, we're going to talk about this idea of Celestiums, which are essentially Ethereum L2s or even L3s that have their own execution, right? Like you are running a form of like rollup, but you settle on Ethereum, and your final order is dependent on the consensus of Ethereum or your Ethereum L2, but you use Celestia for data availability, right? Now, how does that relate to like, I guess, like Starknet and Starknet L3s and the broader Starknet app chain ecosystem? Well, you could use, for example, like nowadays on testnet, you can use something like Madara, which logo is on the left, to build a Starknet app chain, L2, L3, that uses the Cairo VM, right? It also uses, it's built with Substrate. And so at the moment it runs the Grandpa and Babe consensus algorithm so that you can have decentralized sequencers from day one. I believe somebody's working on migrating that or making it available so that you can pick Tendermint over Grandpa and Babe, but that's like very deep into the weeds. But yeah, like you have this option, right, that will soon become available. I don't know the timelines, but like I'm assuming this year, where you'll be able to like go read some docs, maybe talk to a RAS team, roll up as a service provider, and launch your own Starknet chain, right? Like using Madara. And alternatively, you could also use Katana, which is a kind of like similar concept for like a roll-up SDK for Starknet app chains, but Katana is specifically built for, it's built by the Dojo team, so it's more focused on-chain gaming. And yeah, now the thing with running your own chain, right, specifically running your own rollup, is that it actually costs a lot of money, right? Quick disclaimer, this image that I'm showing, right, tracks cost based on how much Starknet paid in call data. So it doesn't track how much it's paid so far on EIP48 for 4 blobs. However, Celestia is still cheaper, but anyways, moving on. As you can see, right, like historically since inception, Starknet paid over $3 million just for posting call data to Ethereum, right?
Can't really get around that. You know, if you don't post your data as a rollup, you don't have a rollup, right? And if data is not available, all funds are like effectively frozen, which is not great. So it is a cost that they have to pay. Like they must incur this cost. Like if you wanted to run your own StarkNet app chain, and you know you're a developer and you're aiming for the moon and the stars, right? And you're hoping for a lot of activity. If you had the same level of activity as StarkNet, you would have paid $3 million. Now that's not like of me to assume whether you have this much money or not, or funding, but it's a lot of money to pay for posting data, right? And all these rollups that exist on Ethereum have to compete with one another for whatever blob space is available on Ethereum, right? That used to be called data, now it's EIP48 for blobs, but I don't have a screenshot for this, but I saw it yesterday on Twitter. Like even till this day, right? Like big rollups like Base, OP Mainnet, or Arbitrum pay anywhere between 5 figures, like $30,000 for cold data, like a week or something. And in some cases, OP Stack chains pay like 6 figures, right? So it's a lot of money that you're shelling out on paying for cold data. And if you're just starting out, right, you want to launch a rollup, you're like, well, if you don't have enough activity, right, to offset the cold data costs, you're just burning money. And I don't mean just like burning Ethereum. I mean like quite literally, you're burning a hole in your pocket. So what is the solution to this? Well, you can use a data availability option that is cheaper, right? That's like very obvious. This is a screenshot taken from the same dashboard by Numia, which tracks like all this data for like historical cold data savings. I believe they're working on an EIP48 for comparison tool as well, but don't quote me on that. But the point here is that like if you had a StarkNet L2 with the same, you know, assuming obviously a lot of things, like, you know, you launched the same day as StarkNet Mainnet and you were with Validium and you used Celestia DA, you would have saved yourself basically $3 million. You know, you would have paid over the span of like history of StarkNet till the point EIP48 came out or something like that. You would have saved yourself basically like $3.1 million. So you would have paid $1,000 over that entire history for posting the exact same level of like state diffs and transaction data, right? But Celestia is not just like a good solution for this kind of like cost problem because it's cheap, right? The reality is that if you want cheap, you can spin up a like data availability committee and just post your data to like an AWS S3 bucket, and you will be running at a cheaper rate, right? The problem then really comes around security and other things like that we'll discuss briefly, right? But spoiler alert, you don't have data availability sampling on things like data availability committees or data availability committee based solutions like EigenDA, for example. Moving on, right? Like what would you call this construction? As I showed in previous slides, right? We were going to talk about Celestiums. This like a brief overview of like how a Celestium works, right? It publishes transaction data to Celestia. It publishes the proofs to Ethereum. These are either your validity proofs or StarkNet, but in the case of like an optimistic rollup that has fraud proofs like Arbitrum Nitro, you're publishing fraud proofs in the case of fraud, right? But essentially you publish your proofs asterisk to Ethereum. You publish your transaction data to Celestia. But in order for this construction to be secure, right, you need to have a way to relay the validator signatures and state root of Celestia so that your settlement contracts can verify, okay, the Celestium indeed published the data to Celestia, so it made it available, and it is safe for me to accept this like proof from the Celestium, and thus safe for me to say withdraw funds. Right? It's important to clarify that if data is not available, if data is withheld on any Validium construction, your funds get frozen, right? So the way you
build a Validium with Celestia DA is not just like, oh, I posted my data to Celestia and that's it. And the same goes for any other DA off-chain or alt-DA solution, right? You need to do a little bit more than just like, oh, I switched an API and now or an endpoint and now I publish my data to Celestia instead of Ethereum, right? Like you need to somehow verify in every case whether the data was made available or not, whether it was posted to its place or not, right? In a data availability committee setting, you usually trust the signers, right? You trust the committee, fingers crossed, right, that they're not going to like lie, and you trust that they made the data available. In the case of Celestia as a chain, what you do is that you check that the validators of Celestia indeed attested to some data being included in a block, and you can relay this information to Ethereum, right? And this idea of like relaying the data over to Ethereum, but also to like any other network, specifically at this point in time, EVM networks or even other networks, it's called Blockstream, right? Like Blockstream at this point has become more than just an implementation, but it's become more of this idea of like relaying data attestations for Celestia into Ethereum or other networks, right? So as you can see on this diagram, the idea is that your L2 or app chain / L3 would publish transaction data to Celestia, like I mentioned in the previous slide, and your proofs to Ethereum. And the way this all connects, right, is that you would use the data availability, the data attestation that's relayed into the Blockstream contract, and then integrate the Blockstream contract in your settlement network or settlement layer into your L2 contract, so that you can safely process like proofs and withdrawal transactions, right? Ultimately, we've instead, at least currently live on mainnet, we opted for a slightly different variation of Blockstream in which we use CK, right? It's Blockstream X, which was an implementation built by the team at Succinct. Essentially, the first iteration of Blockstream relayed every signature by all validators. And if you've ever tried validating signatures on Ethereum that are things that are not friendly to the EVM, you know that it's like very gas intensive. And then we also had a problem that if the more the Celestia validator set grows, the more expensive it will get to relay these sticks, right? So Succinct came in and essentially built an implementation in which you can take a range of headers and create a proof for these headers, which then gets uploaded or submitted into the Blockstream X contract. And this way, because ultimately the proof gets wrapped into Groth 16, right? You can actually just like verify it on Ethereum, and the cost stays constant based without taking into account much the size of the Celestia validator set, right? It's more efficient, and also because we're now using CK to relay these like attestations, it actually makes it more modular in the sense that it's become more obvious that it's easier to port and move around other ecosystems, right? This is kind of how this is basically how Blockstream X works. Like overall, right? You have your rollup that puts the data to Celestia, and the prover network will ingest data that gets posted on Celestia and create these like proofs that get passed into like the Succinct pipeline for the prover and whatnot. Gets uploaded into the Blockstream X contract, and that gets essentially integrated with your rollup, same as with Blockstream B1, let's say, but now better, etc. Blockstream X is currently live on Ethereum, and also Arbitrum 1 and Base. One of the reasons, right, to use this construction is essentially that you get a sort of happy medium between being a rollup and being a chain with a data availability committee. I'm not going to sugarcoat it, right? Like a rollup in the eyes of Ethereum is a chain that posts data to Ethereum.
But you can, because of that, people over time decided to build like Validiums, right? Or and then Validiums with, but I don't know if anyone has built a Validium yet with like actual on-chain attestations, right? But that would have a little bit higher security. But essentially, a Celestion gives you like a very good trade-off where, you're not a rollup, but you can build a Validium that has essentially very high security and decentralization, right? Thanks to the fact that ultimately, through Blockstream X, you essentially created a proof of stake committee with on-chain attestations, right? Which, more importantly, thanks to data availability sampling, means that people that are running light clients can verify the work of validators on the Celestia chain, thus can easily detect data withholding and other attacks, and can slash Celestia validators, right? Like that gives you an economic security guarantee that you do not get on any other solution, because no other solution at the moment has slashing implemented. Now, going back, there's also the benefit, right? Like of data availability sampling regarding costs, right? Usually people will immediately reply to this sort of presentation and be like, well, like other people have said the same, right? Like if you build a new blockchain that's not Ethereum, obviously it's cheap if nobody uses it, right? Or if it's just getting started. And while that is true, the reality is that because of this modular architecture and the use of data availability sampling, like I mentioned before, we can easily maintain the cost or the fees. I'm not going to say constant, but you can essentially keep them in a range, if you will, assuming that your block space supply matches demand, and you can do that, right, without sacrificing the ability that people have to verify the chain using light clients. Ultimately, right, what this presentation kind of leans into is the fact that we have this, I don't know if I can say partnership, but I guess that might be the right word for it. But we have this ongoing work stream with the folks at Starknet, right, and the larger Madara community and Starkware ecosystem to essentially bring Blockstream into Starknet, which would enable high throughput L3s with Celestia underneath, right? What that looks like as of today is essentially the Blockstream Starknet project, which has been a community project with outside contributors, right, that have helped build essentially the Starknet, or well, better said, Cairo equivalent of Blockstream, but for Starknet, right? And this is kind of a last slide that kind of talks about what the current integration status is, right? Like how long until you're able to actually launch these things into production. The interface and posting and retrieving data has been done. It's actually been done for a while now, like back in EthCC of last year, during the Lambda CK week, a team of hackers built the basic integration between Madara and Celestia DA, which allowed people to play with Madara, local Madara rollups and Celestia, right? So that you could publish your data to Celestia and retrieve it and verify oh, this thing works. The next thing, right, that happened along this path of integration has been the Blockstream on Starknet work. That's marked with a gray check mark because it's not fully completed at the moment. We are planning around making it better before we ultimately decide to call it done and push it into production. And the last missing piece, right, other than Madara being live on mainnet, which it currently is not, is to have the integration verify that the Celestia blob commitment belongs to the rollup stake commitment. In layman terms, that just means
the Madara chain or the Starknet rollup gives you a hash. And when you publish a blob to Celestia, you get another hash. And while you are publishing your data to Celestia, right, and you can use Blobstream to verify that your Celestia hash for your blob was included into Blobstream and the Celestia chain, you have to verify that this hash also pertains / belongs to the same state diffs that are behind the Starknet OS hash, for a better lack of wording. And currently there's two approaches being explored. One of them is to verify the Celestia block commitment matches the rollup state commitment inside of Starknet OS. That would require Starknet OS and Rust, which is a blocker for Madara at the moment, if I recall correctly. But once that's live and whatnot, we can finish this and actually have a full working integration. And the other approach is to generate a proof of equivalency between the blob commitment and the state commitment, or even a KCG proof, and verify this proof in the settlement / bridge contract, so as to avoid having to do this commitment verification step inside of Starknet OS. The reason we have two approaches, well, they're both valid, they both work, but obviously we want to be able to, in my opinion, benchmark these, check which one is more performant, which one is more, which one is less cost prohibited and whatnot. But ultimately, we are getting there. Definitely very excited to see this go live on a testnet, and hopefully on mainnet by, say, I don't know, sometime in Q3. And yeah, that is all for today, folks. Thanks, Diego. Had a good time.